Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. 1, 2. Ça y est, certains experts sur la situation ukraino-russe avaient dit que tôt ou tard, peut-être que si la situation venait à s'enliser, que Poutine en viendrait peut-être à faire appel à des réservistes. Faire appel à des réservistes tout simplement pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire ne pas retirer ou ne pas déshabiller des unités militaires à travers le pays. Je rappelle, la Russie est aujourd'hui le pays le plus grand au monde, et donc peut-être faire appel à des réservistes. Nous avons cette semaine la fameuse session de l'ONU. Cette fameuse session de l'ONU qui, évidemment, fait défiler des dirigeants qui viennent donner leur opinion, leur avis sur la situation, alors certains mesurés, d'autres neutres, d'autres partisans. Et on attendait évidemment la réaction de Vladimir Poutine, qui n'était pas en présentiel d'ailleurs, qui a laissé tout simplement un message. Et dans son message, eh bien, il n'a tout simplement que réaffirmé sa détermination. Qui plus est, en début de semaine, l'annonce officielle d'un référendum dans les territoires du Donbass pour demander aux Ukrainiens russophones de savoir s'ils sont d'accord ou non pour annexer la région du Donbass à la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de voir le même scénario qui s'était produit avec la Crimée. Je rappelle, on estime que les Ukrainiens russophones, aujourd'hui, n'ont plus aucune chance de se considérer comme des Ukrainiens citoyens à part entière. Parce qu'il est évident que la situation actuelle, de toute façon, il y aura toujours des animosités, il y aura toujours des haines, des violences, de la part des Ukrainiens et qui plus est attisés par les mouvements nationalistes, à l'encontre des Ukrainiens russophones. Donc si jamais on ne pouvait envisager le scénario que finalement la Russie finisse par se retirer d'Ukraine. Elle pourrait se retirer, mais en emmenant avec elle tous les Ukrainiens russophones, parce que fatalement, ils paieraient le prix de cette guerre. On a vu une information qui circulait en disant « Regardez, les Russes sont en train de kidnapper des enfants ukrainiens ». Sauf que ces enfants viennent de régions du Donbass. Et que, question légitime, mais ces enfants sont-ils des enfants de familles ukrainophones ou russophones? Est-ce que finalement, la Russie n'a pas décidé de transférer ces enfants en Russie en sécurité? Et ça, non. Évidemment, c'est une version que l'on n'a absolument pas pu lire. Et donc, de cette annonce faite par Vladimir Poutine, évidemment, l'Occident, ou tout du moins les médias occidentaux, sont en train de se focaliser sur les frontières, et plus particulièrement avec la frontière avec la Finlande. Car apparemment, eh bien, il y a un défilé de Russes qui veulent traverser la frontière pour se réfugier en Finlande. Sauf qu'évidemment, il n'y a absolument aucune information, aucune donnée pour savoir qui sont ces Russes qui sont en train de quitter la Russie. Je mettrai mon billet qu'il s'agit de jeunes Russes, réservistes, essentiellement urbains, plutôt progressistes, qui ne veulent pas aller guerroyer pour le compte de Vladimir Poutine. En règle générale, c'est une situation que l'on voit très souvent lorsque des gens n'ont pas la fibre patriotique, n'ont pas la fibre de soutenir un président qui essaye de maintenir un pays tant bien que mal, indépendant, libre, pour ne pas se faire bouffer par l'aigle américain qui continuerait ce qu'il avait commencé déjà dans les années 90, c'est-à-dire le dépeçage de la Russie. Parce que ça aussi, beaucoup de gens oublient ce qui s'est passé dans les années 90 et qui est une cause à effet de la situation réelle aujourd'hui. Autant dire que, oui, le peuple russe est fracturé comme le peuple américain est fracturé. Tout comme les peuples européens sont fracturés.
entre ceux qui tirent évidemment profit, qui veulent préserver, conserver leurs acquis, leur situation, leur position sociale, en soutenant la politique aveugle et stupide et absurde d'un gouvernement, tant que cela leur permet de pouvoir préserver leurs intérêts, et au détriment des autres, au détriment peut-être de vous, qui faites partie, malheureusement, des classes de la société qui vont de toute façon payer la facture pour ces gens. Quand je dis quitter les villes, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Nantes est devenue, selon certaines personnes, un coupe-gorge. La délinquance, la violence, la barbarie se développent en France. On arrive même à faire des polémiques sur le fait de savoir est-ce que les flics ont le droit de tirer lorsqu'il y a un refus d'obtempérer et que les personnes qui refusent d'obtempérer prennent leur véhicule et foncent sur les forces de police. On est en train de tergiverser à savoir est-ce qu'une claque dans la tronche d'une femme donnée par une personnalité politique députée qui plus est, est-ce que c'est à considérer au même titre que les violences, ou tout du moins les luttes contre les violences des femmes, qui sont aujourd'hui l'appalache et la motivation d'un certain nombre d'associations et de groupes, mais qui aujourd'hui sont un petit peu gênés parce que on se rend compte que tout d'un coup, un certain nombre de dossiers tombe sur le bureau de M. Plenel. M. Plenel, Mediapart. Et là, tout d'un coup, il y a quand même des gens sur Internet qui commencent à réagir, c'est-à-dire, mais comment se fait-il que ce soit toujours Mediapart qui sorte ce genre de scandale? Et donc, on leur explique, mais tout simplement parce que Mediapart, c'est l'officine de l'État profond français, qui, lorsque des personnalités, ou lorsqu'on a envie de décrédibiliser des mouvements, ou décrédibiliser des personnalités, des politiques, des partis politiques, etc., eh bien, on prend des éléments et puis on les met sur la table de Plenel, ou d'autres organismes de presse, pour essayer de jouer un petit peu la pluralité. Et d'ailleurs, la femme de Catenens, Catenens, je ne sais plus comment ça se prononce, a été étonné de voir que sa main courante a été publiée dans Mediapart. Mais j'ai envie de dire tout simplement parce que quand on a des réseaux d'information pour permettre de suivre un petit peu l'évolution, de suivre, je dirais, des personnalités politiques de premier plan pour essayer de trouver et de collecter des données, des informations sur eux, qui plus est des informations croustillantes, histoire de pouvoir s'en servir le cas échéant pour faire pression sur eux. C'est pour ça que j'avais déjà expliqué dans une vidéo que si même vous êtes une personnalité politique en totale abnégation, avec une réelle volonté, motivation, ambition de servir la France et son peuple, vous n'arriverez jamais à percer dans le politique, parce que si vous n'êtes pas, si vous êtes trop vertueux, si vous n'avez pas de vices, eh bien vous ne rentrerez pas dans le cercle. Parce qu'il faut avoir des vices pour rentrer dans le cercle, parce qu'il faut que l'État profond, ou tout du moins les gens qui veulent détenir le pouvoir, puissent avoir un ascendant sur vous. Seuls les naïfs ne le comprennent pas. Et donc, la compagne de ce député insoumis s'est donc étonnée d'avoir sa main courante atterrir entre les mains de Mediapart. Les insoumis, évidemment, qui là sont un petit peu dans la gêne. Je ne vais pas vous remettre la vidéo de cette conférence de presse où, très clairement, on a des députés qui ont peur de leur leader, parce que leur leader a tweeté quelque chose qui n'est pas convenable, qui est inconcevable, qui n'est pas envisageable aux yeux de la situation, et surtout dans l'idéologie politique de défendre les droits de la femme, de lutter contre les violences conjugales. On ne peut pas faire tout et son contraire. On ne peut pas balayer devant sa porte le principe du deux poids, deux mesures. Alors force est de constater que pourtant on est quand même en face d'un paysage politique qui s'évertue et s'amuse de dire tout et son contraire, de condamner, d'accuser les uns, ce dont soi-même, lorsqu'on en est victime, tout d'un coup, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas traité de la même façon. Donc pour revenir à ce que Poutine a dit, il n'y a pas de surprise.
Tout du moins, il n'y a pas de surprise par rapport à ce que nous connaissons de façon objective et de façon éclairée sur la situation. Donc, force est de constater que, oui, le combat et le débat se réduit de plus en plus à de la généralité, à de la caricature. Caricature pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes de plus en plus confrontés à des gens naïfs, à des gens idiots, à des gens incultes, mais qui ont la conviction et qui se servent de leur conviction pour avoir raison. Mais on ne peut pas avoir raison qu'avec de la conviction. Et finalement, force est de constater que on le voit sur la pandémie, on le voit sur la géopolitique, on le voit sur le plan économique, on le voit sur le plan social, on le voit sur le plan culturel. Il n'y a pas un aspect de nos sociétés qui aujourd'hui est irrémédiablement entamé, entaché, attaqué par cette généralité, par cette conviction de vouloir remodeler, restructurer, déconstruire, provoquer, digresser, dysfonctionner les principes mêmes et les racines mêmes de la société. Société française comme d'autres sociétés. Force est de constater. Nous avons, comme je vous l'avais dit, j'avais parlé du Danemark, mais en réalité c'était les Finlandais. La Finlande qui n'est pas d'accord pour le plafonnement du prix du pétrole. Nous avons les Allemands qui là, en moment, commencent un petit peu à bouger, parce qu'ils se disent, attendez, on n'est pas trop d'accord, là, il faut trouver une solution, et qu'on commence à réfléchir peut-être finalement que certaines sanctions contre la Russie, on va peut-être les suspendre, temporairement. L'Italie qui a une échéance électorale, et qu'évidemment, Bruxelles est en train de trembler, parce qu'ils se disent que si jamais la candidate fasciste prend le pouvoir, on a la Suède, le modèle absolu d'intégration, de multiculturalisme. Le parti nationaliste d'extrême droite a remporté une victoire aux élections et donc va devoir s'imposer dans le jeu politique et dans le jeu institutionnel. La Grande-Bretagne, évidemment, tout le monde a été focalisé, conditionné au spectacle, au show des obsèques de la reine d'Angleterre, sauf que derrière, le petit Charles III, lui, commence un petit peu à se faire tacler aussi dans ses comportements. Et force est de constater que il n'est pas anodin, il n'est pas un hasard si la reine d'Angleterre est décédée en Écosse. Parce qu'elle aussi, l'Écosse, il va falloir la suivre. Il va falloir y regarder de plus près. En Espagne aussi, ça commence à bouger. Le Portugal, pour l'instant, reste stable parce que le Portugal tire son épingle du jeu en récoltant un grand nombre d'Européens qui commencent à en avoir un petit peu marre de leur pays ou la façon dont leur pays est géré et qui se réfugient chez eux. Nous avons aussi le Liban, qui est toujours dans une catastrophe économique et sociale dantesque, au tel point que même aujourd'hui, on utilise l'expression de libanisation de la France, par exemple. Et nous avons actuellement l'Iran. Oui, cette jeune femme qui vient de mettre le feu aux poudres, et on voit des manifestations qui se répandent un peu partout dans le pays. Sauf que le danger, c'est que le régime des mollahs est un régime fort, et on craint la répression, une répression féroce, voire peut-être une répression sanguinolente. Ce qui pourrait jouer en effet pour le compte des Occidentaux, puisque si jamais l'Iran fait de la répression sanguinolente, elle mettra devant ses responsabilités la Chine et la Russie, qui sont des alliés de l'Iran. Et puis il y a la Chine, justement la Chine. La Chine, elle est difficile à cerner. On le sait, c'est un régime communiste, c'est un régime qui, de temps en temps, dans ses résultats économiques, a une fâcheuse tendance un petit peu à manipuler les chiffres. On sait que le yuan n'est pas très en forme, mais que comme le dollar, il se maintient parce que, de toute façon, toutes les autres monnaies du panier international sont malades. La pandémie,
solution radicale chez les Chinois, c'est dès qu'on trouve un cas positif, on ferme littéralement le secteur, on va même jusqu'à enfermer des gens dans un centre commercial. Et on le sait que la Chine a besoin de la Russie. Elle a besoin de la Russie pour sa stratégie nucléaire. Parce que l'armée chinoise, si elle se développe, elle n'est pas encore suffisante pour pouvoir affirmer et supporter ses ambitions. À l'heure actuelle, ce sont des provocations avec Taïwan. Mais la Chine n'est pas en mesure d'attaquer, d'envahir et de contenir, maintenir son autorité sur Taïwan. Elle n'en a pas militairement les moyens. Et que pour asseoir son autorité, pour asseoir sa souveraineté vis-à-vis du monde occidental, et plus particulièrement américain, elle a besoin de la Russie. Tout le moins, elle a besoin à la fois du côté réfractaire de la Russie vis-à-vis de l'Occident, mais aussi, évidemment, de sa stratégie nucléaire. Et après, vous venez voir s'incrémenter d'autres pays, des pays émergents, qui, eux, savent très bien que s'ils se mettent du côté occidental, ils vont se faire bouffer en moins de 2. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, j'espère que vous êtes conscients que là, nous vivions une époque charnière. Une époque charnière où tous les scénarios sont possibles. Même les pires. Parce que, dans le cas échéant, si jamais le fameux référendum qui va être organisé le 23 du 23 au 25 septembre, c'est dans quelques jours, pour demander aux Ukrainiens du Donbass savoir s'ils veulent intégrer le territoire russe. J'espère que vous comprenez bien que le scénario donc de la Crimée se reproduit. Mais alors là, ça veut dire qu'à partir du moment où Poutine signera le document qui intègre les territoires du Donbass au territoire national et souverain russe, ça voudrait dire qu'à partir de ce moment-là, toute arme, tout bombardement, qu'il soit ukrainien ou indirectement par l'OTAN, sera considéré comme un acte de guerre à l'encontre de la Russie. Une agression contre la Russie. Je tiens à préciser qu'il y a eu certaines attaques en Crimée, et que Poutine n'en a pas fait trop ombrage, parce qu'il était concentré sur son opération. Mais une fois qu'il aura acquis le Donbass, si jamais nous attaquons, bombardons les territoires qui sont désormais russes, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Donc j'ai envie de dire que quand on sait lire entre les lignes à la fois du discours de Macron à l'ONU, mais aussi de Biden qui nous en a fait une très belle, puisque récemment il a annoncé lors d'une interview à CBS que la pandémie aux États-Unis, ça y est, c'était fini. Sauf que le lendemain, toute la communauté scientifique, sanitaire, de santé, de l'administration, ils étaient furax. Parce qu'évidemment, ils s'en fait taper sur les doigts par Big Pharma. Et donc Biden, tenant son discours, tenant un discours aussi infantile comme on n'en a jamais entendu, que si jamais la Russie déclenche la guerre nucléaire, qu'il n'y aurait pas de gagnant, que tout le monde y serait perdant. Non, sans blague. On ne l'aurait pas deviné de nous-mêmes. Et donc on sent qu'il y a une panique. On sent qu'il y a une panique parce que ceux qui veulent imposer leur nouvel ordre mondial aujourd'hui, ils se disent qu'ils n'ont quasiment plus d'autre choix. Ils ne peuvent plus l'instaurer de façon insidieuse, en essayant de se mouvoir tel un serpent, se glissant entre les pierres, entre les obstacles. Non, là maintenant ils sont dans une situation où ils sont obligés d'être dans du frontal. Et qui dit frontal, dit forcément accélération. Accélération de la destruction des États-nations, accélération des prises de pouvoir par coup d'État institutionnel,
accélération pour dire aux gens nous décidons, nous avons le pouvoir et vous vous fermez vos gueules, sinon on vous envoie au goulag. Restent les États-Unis. Parce que l'Europe, tant que l'Union européenne ne sera pas démantelée, vous êtes condamnés de toute façon à subir. Ça là-dessus, je pense que maintenant on est bien clair. Même von der Leyen, aujourd'hui, elle a montré son vrai visage. Elle se prend littéralement pour la dirigeante de l'Union européenne, à décider, à jauger et à aller prendre des orientations, parfois même en sens contraire du vent de certaines tendances qu'il y a parmi certains pays membres. On a même jusqu'à menacer Orban. Quand on dit que l'Europe c'est la paix, mais mon cul, l'Europe, enfin l'Union européenne, c'est la guerre, fatalement. Donc les États-Unis, le midterm, je vous rappelle, qui a lieu au mois de novembre, et dont d'ailleurs actuellement les médias essayent désespérément d'essayer de délaguer un petit peu la situation, d'essayer d'élaguer l'opinion, mais en réalité personne n'en sait strictement rien. C'est-à-dire que personne n'est capable aujourd'hui de dire est-ce que les démocrates vont perdre le Sénat, est-ce qu'ils vont le perdre mais avec des républicains qui ne sont pas forcément pro-Trump, ou est-ce qu'ils vont le perdre avec une majorité de candidats pro-Trump. Est-ce que les procédures vont véritablement mener à quelque chose? Il semblerait que ça traîne du pied, qu'il y a certains problèmes techniques, à tel point qu'on a nommé un juge avec des tierces personnes pour analyser l'ensemble des documents et savoir si oui ou non ces documents peuvent éventuellement justifier une accusation à l'encontre de Trump. Mais ils sont tellement débiles que vous avez le gouverneur, ou je ne sais plus, ou le procureur de New York, de l'État de New York, qui a décidé de porter plainte contre Trump et sa famille pour fraude. Vous voyez, ils en sont là. Ils sont tellement impatients, ils sont tellement motivés d'essayer de foutre Trump en l'air, qu'ils commencent déjà à se lancer dans des procédures avant même de savoir si leurs procédures sont véritablement crédibles ou non. Sauf que ça aggrave évidemment la situation dans l'opinion américaine. Beaucoup d'Américains progressistes sont accablés de voir qu'ils n'ont pas eu le choix de voter pour un président qui est une catastrophe ambulante. Tellement ambulante, quelle gêne lorsqu'il y a eu le dévoilement des deux tableaux, des deux peintures du couple Obama, toute l'assistance s'est orientée, toute l'assistance n'avait que Dieu que pour Obama. Et le pauvre Biden était derrière, comme s'il n'existait pas, complètement effacé, alors qu'il est le président des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. C'est comme si, à l'Élysée, Nicolas Sarkozy était adulé par toute l'audience et Macron se retrouvait derrière, totalement absent. Là, il y a une faute de goût considérable. Donc aux États-Unis, le midterm va peut-être donner un petit peu une tendance sur ce que sera peut-être l'élection présidentielle 2024. Le problème auquel Washington est confronté, c'est que en grande majorité, les Américains, l'Ukraine, ils en ont rien à foutre. C'est pour cette raison que Washington ne peut pas se permettre d'envoyer ou de rentrer en conflit avec la Russie à propos de l'Ukraine. Parce que la majorité des Américains, soit ne sont pas dupes, soit n'ont rien à secouer, ou soit sont très attentifs au fait qu'encore une fois, Washington voudrait faire de l'interventionnisme comme il en a fait en Irak, en Iran, en Syrie ou en Libye, pour un résultat nul. Kamala Harris, la pauvre fille. C'est dommage. Personnellement, moi j'aurais bien aimé qu'elle puisse devenir présidente des États-Unis. Ça aurait été un symbole très fort. Mais malheureusement,
elle est complètement à côté de la plaque. Chaque fois qu'elle fait des interventions, elle vous donne des phrases qui sont d'une infantilisation absolue. C'est pas sérieux. Ça ne reflète aucune compétence. Et ça, malheureusement, aussi bien du camp républicain que du camp des démocrates, ça se voit. Donc à l'heure actuelle, aux États-Unis, évidemment, on est tous focalisés sur l'inflation, sur le coût de la vie, sur comment gagner notre salaire, comment payer nos factures. C'est ce qui occupe. C'est ce qui occupe parce que l'Ukraine, de toute façon, si on est vraiment dans un état d'esprit intelligent, raisonné, raisonnable en matière de géopolitique, c'est autour des tables de négociation qu'il va falloir résoudre le problème. Et là, dans ce cas-là, ça voudrait dire que Zelensky saute, obligatoirement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une guerre. Il y a une guerre entre des gens qui sont dans les sphères du pouvoir et qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller là où ils s'étaient destinés d'aller. Et qu'il va falloir absolument calmer le jeu. Malheureusement, ces gens-là n'ont pas suffisamment d'ascendant. Ils ne sont pas dans des positions de pouvoir qui leur permettraient de pouvoir imposer leur point de vue. Tout simplement parce que les sphères du pouvoir, les leviers, les commandes, elles sont détenues par des tarés, par des absolutistes, par des religieux de la religion Nouvel Ordre Mondial, de la religion mondialiste, globaliste, pouvoir absolu, monde unipolaire, avec tout ce qui en découle, le contrôle des peuples, la digitalisation de l'identité, le transhumanisme. Regardez autour de vous, c'est de plus en plus poussé. Les banques vont commencer à vouloir empêcher les gens d'accéder à leur argent. On vous digitalise de plus en plus. On vous incite à aller sur des sites, à donner des accès à vos informations personnelles pour certains côtés pragmatiques. Alors qu'en réalité, c'est aussi pour leur permettre de mieux vous cerner, de mieux vous contrôler à terme. Petit à petit, nous appauvrissons la population. Nous appauvrissons la population pour après réussir à obtenir le consentement du fameux revenu universel. Parce que le consentement, c'est une partie de la stratégie. Regardez ce sondage qui vient d'apparaître. Comme quoi 72% des Français sont d'accord pour réduire la température cet hiver à 19 degrés. C'est un sondage qui cherche à soumettre les Français au consentement. Bien sûr qu'il n'y a pas 71 ou 72% de Français qui veulent se taper 19 degrés cet hiver. Mais ça fonctionne auprès de gens. Il y a des gens qui vont se faire tanner ce sondage et qui vont dire « Ah bah tout compte fait, s'il y a plus de la moitié des Français qui sont d'accord, je vais consentir à me plier à ce que 72% des Français sont d'accord. » C'est ça l'utilité des sondages aujourd'hui. C'est pas pour avoir une tendance, c'est pas pour avoir un paysage d'opinion. En grande majorité, les sondages servent à manipuler, à construire, à orienter l'opinion. Oui, on peut le dire, comme je viens de le mettre sur ce titre de cette vidéo, on n'est pas dans la merde. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous prendre en direct quelques réactions qu'il y a actuellement sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Twitter. Nous avons par exemple Ina Tchvetchenko, difficile pour moi de voir l'annonce de Poutine-Shoigu. Alors Shoigu, c'est celui qui est considéré comme étant le potentiel successeur de Poutine, c'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit à Poutine, c'est lui qui prendrait les rênes. Et lui, je peux vous dire que par contre, si on considère Poutine comme un dictateur, alors lui, c'est un niveau au-dessus, je ne sais même pas ce que ça pourrait être. Comme une escalade, vraiment, ce que je vois, c'est que la Russie est en train de perdre. Alors cette jeune femme est une pro-atlantiste, est une anti-Poutine convaincue.
Évidemment que dans la sémantique, il va falloir convaincre l'opinion que si Poutine fait ça, c'est parce que la Russie est en train de perdre. Alors que non, nous sommes toujours dans un rapport de force entre Occident et Russie. Je dirais même Russie et l'ensemble des pays qui sont alliés de la Russie, qui sont des mondes qui veulent le multipolaire et non pas l'unipolaire, tel que l'Occident le veut. Joe Biden, la Russie a de façon éhontée violé les principes de la charte de l'ONU. C'est vrai que les Américains, eux, c'est des saints. La Russie est prête à utiliser tous les moyens pour se protéger. C'est une formule évidemment évidente. L'AFP qui nous dit la Russie va mobiliser donc 300 000 réservistes pour renforcer ses troupes en Ukraine, a annoncé le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, prévenant que cela ne représentait qu'une partie infime du nombre de personnes mobilisables dans le pays. 25 millions au total, selon lui. Ben oui, parce que la Russie pratique encore le service militaire, qui de mémoire, je crois, en Russie est 2 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et donc à partir du moment où vous faites votre service militaire, vous devenez donc un réserviste. Tout comme c'était le cas en France, tous ceux qui ont fait leur service national, leur service militaire, c'est pas parce qu'ils font 10 mois et après, hop, ils retournent dans le civil, qu'ils sont absous de toute responsabilité militaire, le cas échéant où la France est obligée de faire appel à des réservistes. Et d'ailleurs, si jamais la France décide de rentrer en guerre contre la Russie, je rappelle à ceux qui ont fait leur service national dans les années 2000, tout du moins pour ceux qui étaient encore circonscrits, c'est-à-dire je crois que le service national effectif a cessé d'exister en 2002 ou 2004, je ne sais plus exactement. Parce que oui, en effet, si en France, le service national a été abrogé en 1997, il y a encore un certain nombre de générations qui étaient des mobilisables et donc qui ont continué à faire leur service national jusqu'en 2002 ou 2004, je ne sais plus. Alors, ces générations-là qui ont fait leur service national et qui ont moins de 45 ans, eh bien, je suis désolé de vous dire, vous êtes mobilisables. C'est-à-dire que si demain la France décide de renforcer ses forces militaires en hommes, eh bien, ils peuvent très bien vous rappeler sous les drapeaux. Ça, c'était pour la petite anecdote. Mais sincèrement, je pense qu'à mon avis, des gens qui ont fait le service national, qui ont moins de 45 ans, ne doivent pas en avoir des masses, à mon sens. Moi, personnellement, je ne suis plus mobilisable puisque j'ai passé l'âge. Et puis, de toute façon, je n'avais pas une fonction essentielle pour éventuellement être remobilisable. Cette guerre n'a pour but que d'atteindre les droits de l'Ukraine à exister en tant qu'État, purement et simplement, et le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple. Qui que vous soyez, où que vous vivez, quoi que vous croyez, cela devrait vous glacer le sang. Donc là, on est évidemment dans le petit côté très émotionnel, sensiblerie, naïveté du peuple souverain, du pays libre, indépendant, etc. Oui, sauf que quand le pays est constitué ou a été forcé d'être constitué en tant que tel avec du communautarisme, des problèmes ethnico-religieux internes, etc., je veux dire, même les Yougoslaves, hein, si ce monsieur avait tenu le même discours, il y a un moment donné, on lui aurait dit « mais t'es con ou quoi ?» Je veux dire, logique. Hein. Ce qui est vrai quand un pays est vraiment un pays uni, c'est-à-dire que par exemple la France, oui, la France, là, en effet, c'est un pays unique, c'est un pays avec un peuple, je rappelle, un peuple unique et indivisible. Il n'y a pas de communautarisme officiel, il n'y a pas de reconnaissance de différentes communautés, telles que c'est le cas pour nos amis belges, par exemple, ou suisses. Donc, voilà, c'est... Ukraine, Macron appelle le monde à mettre le maximum de pression. Ben oui, mais le problème, c'est que si vous n'avez toujours pas compris que mettre des pressions, c'est mettre des pressions économiques. Mais le problème, c'est que les pressions économiques, comme on a fait de la mondialisation, et on a fait de la mondialisation avec la Russie et avec des partenaires de la Russie, mais
Si vous tirez pour faire pression sur la Russie, eh bien, il y a des risques que la balle elle fasse demi-tour et vous revienne en pleine figure. Vous voyez, Nous avons Agnès Pannier-Runacher. Ah putain, celle-là. Si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. C'est ministre. Mélenchon, délinquant condamné, Catenens, violent, boyard, vendeur de drogue, Caron, Obono, Panot, antisémite, Bouave, Coquerel, Porte, Bayou, agression sexuelle, Klein, Autain, Sandrine Rousseau, qui couvre. À qui le tour? À la NUPES. Et ouais, on l'a dit, les NUPES ont peut-être pété plus haut que leur cul. Ils ont voulu se la péter, et bien aujourd'hui ils vont le payer. Et ils vont se faire torpiller pour tout et n'importe quoi. Ce qui démontre bien que le paysage politique français, de toute façon, est complètement corrompu, est complètement collusion. Il n'est pas indépendant, il n'est pas libre. Ils ont des comptes à rendre. Et si jamais ils s'en écartent, ils se font flinguer. Vive la République! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éric Zemmour contraint de payer 115 000 € pour avoir utilisé des extraits vidéo sans autorisation. Donc il a été condamné face à ce fameux clip où il avait repris des vidéos. Là encore, ça rentre parfaitement dans ce que je dis souvent sur la déliquescence. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui ne suis pas un professionnel de l'image, si on me demande de faire un clip vidéo pour une campagne politique ou un lancement d'une campagne présidentielle, je fais super gaffe de ne pas utiliser d'images sur lesquelles je n'ai pas des autorisations et des droits. Mais là encore, je pense que pour des raisons économiques, pour des raisons budgétaires, ils ont dû accepter un contrat avec quelqu'un qui leur a fait un truc, mais qui n'a pas fait gaffe qu'il faisait un truc quand même que, vu que c'est quand même pour Zemmour, que Zemmour a beaucoup de contradicteurs, a beaucoup de détracteurs, que faire un clip avec des images pour lesquelles vous n'avez pas d'autorisation, bah, ça pose problème. Et ça pose forcément un problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ont fait vachement de progrès, les studios de cinéma, pour faire croire que le bon BHL est en première ligne. On voit même plus le fond vert et les effets spéciaux numériques sont saisissants. Eh oui, le fameux BHL, toujours sur les beaux coups. Nouvelle photo de la salle de l'ONU pendant que Macron livre son discours. Ils se sont tous barrés à la cafétéria. Et c'est vrai que... on peut dire que là, on peut jouer de sémantique, hein, parce que là, la photo, elle est claire. Hein, on voit bien Macron qui est sur le pupitre. Hein, et puis, en effet, on voit bien la salle. Alors là, pareil, hein, une petite guerre en ce moment entre vidéos, photos qui démontrent que Macron a fait un discours, mais devant une salle qui n'était pas pleine. D'autres qui disent oui, mais non, c'était pour les préparatifs. Ou non, c'était des images qui viennent d'une autre, de 2019, ou des trucs comme ça, etc. Donc, c'est un petit peu la guéguerre, hein, en règle générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant? Le plus grand journal britannique, le Covid, est sorti du labo chinois de Wuhan. On nous traitait de racistes pour dire la même chose en 2020. En effet, force est de constater qu'aujourd'hui, la fameuse question de savoir d'où vient ce Covid a quasiment disparu des médias mainstream. Mais je vous rassure, la guerre est toujours ouverte, hein, sur les réseaux sociaux. La Russie va probablement rentrer en guerre, la différence risque d'être sensible, une allocution à la nation doit être diffusée demain matin, paraît-il. Bah oui, puisque Poutine a annoncé donc le renforcement de ses forces armées en Ukraine, et surtout le fameux référendum que, évidemment, la communauté internationale ne reconnaît pas. Ce qui est très amusant d'ailleurs, parce que on se dit, quand c'est une entité autonome qui organise son propre référendum, vu que c'est une entité qui s'est déclarée autonome et indépendante, mais qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, donc ça veut dire que la communauté internationale doit donner son aval. Donc ça veut dire qu'aucun peuple ne peut reprendre sa liberté, ne peut déclarer son indépendance sans l'autorisation
et l'aval de la communauté internationale? De toute façon, je vous l'ai dit, hein, l'ONU, pour moi, l'ONU va finir comme la Société des Nations. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va être une organisation qui ne sert plus à rien, qui n'a plus aucune influence, si ce n'est contribuer, participer à la soumission des peuples. Sauf que ça commence à se voir un peu trop. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour terminer cette vidéo? Le gouvernement rend gratuit l'accès à la pilule du lendemain pour toutes les femmes en France. Bonne nouvelle, au moins. L'OTAN n'a intégré personne, ce sont des États indépendants et démocratiques qui ont demandé à la joindre, par peur de la Russie. Hein? Je crois que l'OTAN, il y a 192 pays. Mais l'OTAN, ce n'est pas une organisation gouvernementale. L'OTAN, c'est une organisation consultative, organisationnelle, pour essayer de créer du débat, pour essayer de créer des consensus, pour essayer de mettre en accord un ensemble de pays vers des orientations. Mais ce n'est pas une fédération. J'ai l'impression que l'ONU, c'est une gouvernance mondiale. Mais non. L'OTAN n'a aucune légitimité sur les États-nations. Les États, par intelligence, s'y intègrent parce que c'est là que tout se discute de façon internationale, diplomatique. Mais demain, il y a des pays qui peuvent très bien dire l'ONU, allez vous faire foutre. Et d'ailleurs, il y en a déjà certains pas mal qui le disent. Hein. Sauf qu'évidemment, il y a certains pays, par contre, qui sont confrontés à des conflits internes, de résistance, de terrorisme, etc. Qui, alors là, par contre, à l'ONU, vous pouvez venir nous aider en envoyant quelques casques bleus, parce que là, on est un petit peu dans la merde. On a des libérateurs, des révolutionnaires qui sont en train de prendre le dessus. Hein. Parce que je rappelle, hein, le Rwanda, avec les Tutsis et les Hutus, le problème n'est toujours pas résolu. Et que, malheureusement, pour ça qu'on n'en parle pas trop, c'est que quand l'un a pris l'ascendant sur l'autre, l'autre a fait appel à la communauté internationale est intervenue, sauf qu'elle a utilisé l'intervention de la communauté internationale pour faire et commettre des exactions contre l'autre partie. Sous le parapluie, c'est pour ça que, d'ailleurs, la France est un peu embêtée sur le sujet du Rwanda. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Russes se jettent sur les billets d'avion pour quitter le pays. Oui, et encore une fois, je le dis, lesquels? Est-ce que c'est les Russes progressistes, urbains, fragilios, bobos, bourgeois, ou est-ce que c'est le russe rude, campagnard, rural, prolétaire, qui est en train de quitter la Russie? Ce serait intéressant de savoir. Total Energy devrait payer 30 milliards de dollars d'impôts et taxes à la production dans le monde. En 2022, a annoncé le PDG du groupe français Patrick Pouyanné lors d'une audition à l'Assemblée nationale sur le super profit des entreprises pétrolières ou gazières. Bah oui, hein, l'énergie, hein, c'est la guerre. Comprenez bien. Et qu'une guerre mondiale peut naître de cette guerre énergétique. Donc voilà, oui, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que le problème, c'est que les politiciens de l'Ouest ont tellement l'habitude de mentir que quand il y en a un qui est sérieux et il ne ment pas, ils ne le croient pas, ils vont crier au bluff et provoquer. C'est ce concernant l'intervention de Poutine. Enfin, voilà, ça tourne autour évidemment. J'irais même, à la limite, toutes ces informations qui émanent de gens qui sont soi-disant des experts, etc., ça tourne autour du pot en réalité. Ça tourne autour du pot du fait que de toute façon, il y a un historique, il y a des événements, il y a des faits qui expliquent aujourd'hui que nous sommes dans une situation où c'est une guerre de pouvoir. C'est une guerre de domination complète et totale, avec toutes les ramifications, toutes les branches, toutes les filiales que ça implique dans beaucoup de domaines. Et que par conséquent,
si vous y connaissez un peu, vous savez que de toute façon, c'est une guerre entre ceux qui veulent un monde unipolaire et ceux qui veulent un monde multipolaire. Le monde unipolaire, c'est une gouvernance mondiale, c'est une soumission des peuples, c'est la fin des États-nations, c'est la fin de la souveraineté même des peuples dans leur nation. Alors, on conserve évidemment une structure, tout comme nous l'avons aux États-Unis. Aux États-Unis, chaque État a son propre gouvernement, a son gouverneur, peut voter ses propres lois, a son propre parlement, a même ses propres cours suprêmes pour certains points, mais sont soumis, je dis bien soumis, au respect des principes et des règles de l'Union. C'est-à-dire qu'un État n'a pas le droit de dire oh, ciao, au revoir, on prend notre indépendance. Non, vous n'avez pas le droit. Ben, si j'ai le droit, c'est une liberté que je peux m'octroyer. Mais non, parce que si vous le faites, eh ben, on vous envoie à l'armée, on vous destitue, on refait des élections dans l'État et l'État reste dans l'Union. Hein, c'est pour ça que certains experts le disent, hein, aux États-Unis, le spectre d'une nouvelle guerre civile, d'une nouvelle guerre de sécession, est toujours possible. C'est toujours probable. Surtout avec une population américaine aussi fragmentée, aussi fracturée. Culturellement, politiquement, socialement. Et donc ce monde unipolaire, de toute façon, s'exprime par un certain nombre de gens, un certain nombre d'organismes. Le plus symbolique aujourd'hui, évidemment, c'est le Forum de Davos, c'est le fameux Grand Reset de M. Schwab. Et en face, vous avez le monde multipolaire, c'est-à-dire ce monde qui constitue une volonté de créer des échanges, de créer des accords, des traités, d'échanges économiques, de partenariats, de coopération, mais tout en restant des pays souverains. Des pays souverains, avec évidemment des petites guerres, des petits conflits idéologiques, économiques, etc. Mais ça fait partie du jeu. Mais c'est comme une partie d'échecs. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Sans en venir à des étapes de confrontation. Sauf que les adeptes du monde multipolaire sont souvent confrontés à des problèmes de par leur jeunesse. Jeunesse démocratique, jeunesse d'intégration au monde du capitalisme, au monde du libéralisme, n'ont pas résolu un certain nombre de problèmes internes sur les communautés, sur les religions, sur les tribus, sur les ethnies, ce qui fait que vous avez toujours ce conflit qu'il y a actuellement avec l'Azerbaïdjan, je crois, et l'Arménie. Oui, c'est l'Arménie et l'Azerbaïdjan, je crois que c'est ça, je me souviens. Sauf que alors évidemment, on est en train de vous dire que les Arméniens sont en train de souffrir, sont tués, sont torturés, etc. Sauf que le problème, c'est que le territoire concerné, c'est un territoire, je crois que c'est le Haut-Karabakh. Ce territoire-là, à l'origine, il n'y avait pas d'origine. C'est que c'est fait partie de ces terres, ces territoires, ces paysages, ces contrées, où chacun s'est toujours dans l'histoire revendiqué, possédé, parce que ça faisait partie, il y a 4 siècles, du pays d'origine, etc. Vous voyez, c'est tout le problème. Pour vous donner un exemple, quand vous parlez de la Birmanie, de la Thaïlande, du Cambodge, du Vietnam, du Laos, c'est quand même une région où vous avez à l'origine une multitude d'ethnies différentes qui autrefois possédaient des territoires historiques, plus particulièrement ce qu'on appelle l'Empire Khmer. Aujourd'hui, si vous remettez une carte de l'Empire Khmer sur une carte contemporaine, vous allez vous rendre compte que tout le monde est complètement partagé par les frontières qui ont été tracées au fil des siècles, au fil des années, et même dans l'époque contemporaine. Et malheureusement, il y a des pays, c'est pareil. Et concernant ce conflit qui est sur le Haut-Karabakh entre les Azerbaïdjans et les Arméniens, c'est qu'on est en train de vous faire croire que c'est les Azerbaïdjans qui veulent conquérir un territoire qui appartient à l'Arménie. Alors qu'à l'origine, non, cette terre n'appartient pas à l'Arménie. C'est l'Arménie qui se l'est octroyée en dommage moral de ce que l'Arménie avait subi de la part des Turcs
lié en partie au fameux génocide turc arménien. Donc, et si vous remontez l'histoire, si vous remontez l'historique, à un moment donné, votre compréhension d'une situation présente, tout d'un coup, change du tout au tout. C'est-à-dire, mais au fait, qui est légitime? Eh bien, la légitimité, parfois, il n'y en a pas, parce que c'est un conflit séculaire. Parce que ce sont des querelles de clochers, pour lesquelles soit une autorité, à un moment donné, tranche. C'est ce que la communauté internationale a plus ou moins réussi à faire avec l'ex-Yougoslavie, osant même créer même un État, le Kosovo. Ou alors, ça continuera à se taper sur la gueule, à se conquérir, à se reconquérir, à reconquérir, à massacrer, à génocider, etc. Parce que le problème, c'est que si vous voulez réguler un problème interethnique, international, vous mettez le doigt dans l'engrenage. Et que forcément, il y a un moment donné, vous devez prendre parti. Pour l'un ou pour l'autre. Ou sinon, imposez vos règles. Mais là, dans ce cas-là, si vous imposez vos règles, vous êtes hégémonique. C'est-à-dire vous vous placez au-dessus de la souveraineté, de la liberté, de la démocratie de ces pays. Donc vous voyez, les choses ne sont pas simples. Et l'Ukraine fait partie de ces problèmes. On a fermé les yeux sur le fait que les Ukrainiens ukrainophones voulaient décider de réaffirmer la suprématie de la culture ukrainophone sur les Ukrainiens russophones. Sauf qu'évidemment, ça s'est très mal passé. Et le résultat aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc, c'est comme en Afrique du Sud, c'est pareil. On a voulu combattre l'apartheid. On a réussi à faire tomber l'apartheid. Est-ce que ça a résolu le problème? Non. Ça n'a pas résolu le problème parce que ceux qui étaient soumis à l'apartheid autrefois ont cultivé une haine de cette situation contre les Blancs. Et aujourd'hui, vous avez des régions dans l'Afrique du Sud où les Noirs sont en train de faire en sorte de dégager les Blancs, de exproprier les Blancs et de piquer leurs terres, de leur voler leurs terres aux fermiers, etc. Mais ça, évidemment, nous n'en parlons pas. C'est le même problème que vous avez dans certains pays d'Afrique, d'Afrique et d'Amérique latine. Les conflits entre ceux qui s'estiment être les descendants des colons, des colonies, alors souvent soit des natives de pays européens, Espagne, Portugal, parfois même Hollande, qui sont d'ailleurs souvent parfois même des métis, mais des métis de très longue génération, de très longues racines, et qui détestent aujourd'hui les natifs, c'est-à-dire ceux qui sont en revanche les descendants des peuples originaux de ces régions. Est-ce qu'on s'en préoccupe? Non. Tout comme on ne se préoccupe pas de la condition des natifs du Canada. Dans le Nord, vous savez, dans le Nord, il y a des zones où ça sent le pétrole bitumeux, bétonneux, je ne sais plus le terme, sablonneux, quelque chose comme ça. Sauf que malheureusement, il y a beaucoup de ces ressources qui sont dans des territoires qui sont des territoires naturels et plus ou moins régulés, fédérés par des tribus natives. Dégagez. Et on vous file des millions de dollars et puis vous partez ailleurs. Voilà. Comme ce qu'on a fait aux États-Unis. Donc vous voyez, il suffit d'un petit détail à un moment donné pour changer complètement la donne sur la vision qu'on peut avoir des choses. Sauf qu'évidemment, si tout le monde était éduqué correctement, si tout le monde avait du libre arbitre, si tout le monde avait de la connaissance, de la culture, force serait de constater qu'ils n'auraient jamais pu faire le tiers du quart de la moitié de ce qu'ils ont fait depuis 50 ans dans nos pays. L'abrutissement de masse.
l'opium du peuple. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont mal calculé leur coût et il risque d'y avoir un problème pour fournir l'opium au peuple. Ben oui, parce que s'il y a des problèmes énergétiques, ça risque de nuire le confort. Et si vous nuisez, si vous mettez une nuisance, au confort, bien le peuple, à un moment donné, s'il n'a plus jouissance du confort, quand je dis confort, c'est le confort matériel, nous sommes bien d'accord, matériel à la fois le confort du chauffage, de l'électricité, de l'internet, du téléphone portable. Comme on l'a toujours dit, hein, c'est pareil, le jour où les Français vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus accéder à leur argent, là tout d'un coup, le réveil risque d'être brutal. Il risque d'être autant plus brutal que des gens lobotomisés du cerveau, le jour où ils se rendent compte que ce qui sert à lobotomiser leur cerveau ne fonctionne plus, ou est défaillant, ou dont ils n'ont plus accès, et bien il y a un moment donné où soit ils se suicident, ou soit ils se révoltent. Mais dans une révolte, en général, il n'y a pas de demi-mesure. J'espère que le terme demi-mesure prend toute son importance dans votre oreille. Parce que oui, les gens révoltés, c'est la porte ouverte à la fois à des actes courageux, héroïques, exemplaires, comme aussi des actes barbares et sauvages. Ceux qui connaissent l'histoire se souviendront certainement que la libération de la France du joug nazi ne s'est pas fait sans que le sang coule, sans que des règlements de compte fassent également faire tomber des têtes. Le genre humain est ce qu'il est. À chacun d'entre nous d'en percevoir et d'en comprendre les rouages pour ne pas se laisser surprendre. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.